Bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir sur scène cette année devant vous. Je suis Ariane Rouby, première vice-présidente de l'ISNAR-IMG et interne en troisième année de médecine générale à Toulouse. Nous allons donc participer à organiser ce congrès et recevoir nos invités, et j'en suis honorée, et de vous présenter cet atelier sur la santé mentale et la santé environnementale. Nous l'avons tous et tous remarqué dans nos cours de psychiatrie, l'importance du contexte socio-culturel sur la physiopathologie de ces maladies. Parce que nous ne sommes pas que des esprits, nous sommes aussi des corps qui vivons dans un environnement matériel avec lequel nous interagissons. Cet environnement matériel et concret interagit sur notre corps, mais aussi sur notre esprit. Avant de commencer, nous tenons à vous prévenir que nous allons aborder des sujets sensibles, notamment les psychotraumatismes, les violences sexistes et sexuelles, les addictions, ainsi que les problèmes de santé mentale, comprenant la dépression, l'anxiété et le suicide. Sentez-vous libre de quitter la salle à tout moment. Nous avons 4 personnes de confiance sur le congrès qui peuvent vous accueillir si vous en ressentez le besoin, soit pour parler à quelqu'un de neutre, soit pour vous tenir à l'écart. La santé globale, comme vous l'avez compris au fil des ateliers depuis hier, se joue à plusieurs échelles. À l'échelle individuelle, avec nos facteurs de risque propres, nous le connaissons assez bien à travers de nos études et de notre formation. Puis un autre niveau arrive avec l'échelle des modes de vie individuels. Et là, ça commence à rentrer dans nos pratiques avec la place de la prévention qui est de plus en plus importante. Nous avions notamment organisé avec l'ISNAR-IMG une conférence des jeunes médecins à l'Assemblée nationale afin de mettre en avant ce sujet de la prévention qui est de plus en plus important à l'heure actuelle. Ensuite, nous arrivons à des sphères plus larges et structurelles, les conditions matérielles et sociales comme le travail, dont nous allons parler juste après, ou le contexte économique, social, politique, culturel, que nous allons évoquer aussi avec les addictions et les psychotraumatismes en suivant. Mais souvent, quand on évoque la question de la santé mentale et de la santé environnementale, c'est l'éco-anxiété qui nous vient. L'éco-anxiété, c'est l'anxiété en réaction au changement climatique. Nous sommes dans les niveaux des conditions matérielles de vie, du coup. Cette notion commence à émerger fortement au vu des changements climatiques et des annonces assez catastrophiques qui en découlent. Les recherches de solutions gravitent effectivement autour de l'idée d'une exposition à la nature pour favoriser un bien-être. On comprend bien que l'environnement peut à la fois être source de mal-être, mais aussi de bien-être. Finalement, la santé mentale est globale. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont pu ressentir que le monde politique pouvait avoir un impact certain sur nos émotions et la façon dont on se sent. Nous l'avons vécu il y a peu avec les élections législatives en France, ayant bouleversé le paysage politique et créé une instabilité institutionnelle, ainsi qu'une anxiété d'anticipation chez beaucoup. Que certains médias ont même appelé la facho-anxiété, en miroir à l'éco-anxiété. Il y a aussi des médias qui nous exposent aux guerres dans le monde entier, les régimes politiques de nombreux pays se fascisant, les inégalités toujours croissantes, tout ça amplifié par des médias qui cherchent à entretenir des sentiments d'insécurité, créent une montée de l'anxiété parmi certains et certaines d'entre nous. Ces menaces, qui pouvaient sembler lointaines, commencent à nous affecter. C'était ça notre année 2024. Déjà, les problématiques font irruption dans notre travail. Nous sommes amenés à soigner des exilés ayant vécu tous ces événements, et même plus lors de parcours migratoires empreints de violence. Nous aurons l'occasion d'évoquer tous les psychotraumatismes et leur prise en charge avec le Dr Molanda qui travaille au CN2R, le Centre national de ressources et de résilience. Leur objectif est d'améliorer et de diffuser les connaissances sur les psychotraumatismes, à la fois avec des partages de savoirs scientifiques, mais aussi expérientiels. Nous aurons aussi l'occasion de parler de cet environnement violent qui cause des troubles du stress post-traumatique et nous verrons aussi avec le Dr Adam, médecin interniste à Carcassonne. Il nous rappellera comment les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'environnement socio-économico-politique influencent par exemple les addictions. D'autres structures plus quotidiennes comme notre environnement de travail peuvent aussi être source de troubles psychiques. Nous le verrons avec le Dr Cyril Beg, médecin généraliste et maître de conférences universitaires spécialisé dans les syndromes d'épuisement professionnel. En effet, nous étudierons avec lui la genèse du trouble et son lien direct avec l'environnement de travail. Le burn-out étant une des pathologies les plus fréquentes en médecine générale, nous espérons qu'il nous aidera à répondre à cette problématique quotidienne et concrète pour nous. Comment prendre en charge les patients et patientes dont la pathologie vient d'un environnement sur lequel nous n'avons pas de prise ? C'est toute la problématique de cet atelier ce matin.
Je laisse donc la parole au docteur Cyril Bègue et je vous laisse peut-être vous présenter. Merci beaucoup. On l'a pas là. Sinon, ça va pas être facile. Est-ce qu'il y a moyen qu'on ait sur les... Je sais pas s'il y a quelqu'un en régie ou... Je vais me tourner. Bon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cyril Bègue, je suis médecin généraliste. C'est bon, on l'a. Tac. Donc, je suis médecin généraliste en maison de santé dans le Maine-et-Loire, en milieu rural. Je suis maître de conférence au département de médecine générale à Angers. Et j'ai une thématique en fait, d'enseignement et de recherche. Alors, je ne dirais pas spécialiste du burn-out, mais plutôt de la santé au travail, comment on se débrouille quand on est médecin généraliste avec les problématiques de santé au travail. Et effectivement, comment on se débrouille d'un sujet où on n'a pas de prise. Et ça, on n'aime pas ça parce qu'effectivement, c'est plus facile de traiter des choses qu'on peut voir ou éventuellement quand on suit les problèmes familiaux, on est finalement plus à l'aise parce que souvent on suit la famille. Le travail, on n'a pas de prise et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort parce que le burn-out, je m'en suis beaucoup chargé au tout début, puis maintenant je suis un peu plus sur le maintien en emploi. Mais voilà, en retravaillant, c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, de quoi on parle? Et c'est là que je suis un peu dans ma zone de confort, c'est que entre l'académique et le réel et un peu de différence, il y a plein de termes. Le stress vous allez entendre plein de termes. Le stress au travail, c'est plutôt le déséquilibre entre ce qu'on nous demande et ce qu'on se sent capable de faire. Les risques psychosociaux, c'est l'ensemble des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont liés à des contraintes organisationnelles, à des contraintes de travail, à des contraintes relationnelles au travail. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça, mais la souffrance psychique au travail, ça c'est le terme que je préfère et je trouve qu'il est opérationnel. On a vraiment toutes les problématiques de santé de santé au travail, de santé mentale au travail qu'on peut rencontrer dans nos cabinets, avec du coup effectivement des gravités différentes, des choses qui sont de l'ordre du normal et d'autres qui sont de l'ordre du pathologique. Et puis on peut arriver sur le burn-out. Alors le burn-out, on va le creuser après, mais c'est quelque chose de très spécifique. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est vraiment le burn-out, c'est vraiment le travail, alors que qui peut avoir un retentissement sur la vie personnelle, mais c'est vraiment, ça se génère dans le travail, alors que d'autres pathologies liées au travail vont être peut-être un petit peu plus plurifactorielles, même si quand même, moi vraiment, c'est un message à retenir, c'est que le travail, s'il est structurant pour la santé d'une manière générale, il peut aussi être pathogène. Et puis, ça c'est le harcèlement moral, donc qui est en fait un des risques psychosociaux, parce en faisant partie des violences externes, mais qui est un terme juridique et donc voilà, qu'on utilise quand même moins nous en pratique. Alors ça, c'est pour vous illustrer, c'est les MCP, les semaines MCP, c'est maladies à caractère professionnel. C'est une surveillance épidémiologique où les médecins du travail, en consultation, vont vont noter ce qui relève de la souffrance psychique au travail. Et vous voyez que, donc voilà, il y a la grande catégorie et ils notent à la fois du burn-out, du PTSD, des états dépressifs, du stress lié à l'emploi. Et on voit que c'est vraiment cette question de souffrance psychique au travail, elle est polymorphe, avec certaines particularités. Quand on voit quelqu'un qui a vraiment un burn-out, on le reconnaît parce que la clinique est quand même très très intense. Mais finalement, vous allez voir que d'une manière assez opérationnelle, tout ça peut se rejoindre. Alors, le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Je sais pas si oui, c'est peut-être mieux là. Et en fait, c'est un c'est pas un diagnostic, c'est un processus tridimensionnel avec l'épuisement émotionnel, vraiment le sentiment d'être vidé, et ça, vraiment, les gens sont... Je peux plus rien faire, là, je peux pas y retourner. La déshumanisation et le cynisme.
Alors que souvent, en plus ça touche quand même beaucoup dans les milieux liés aux soins ou aux services aux autres, on trouve des gens qui effectivement vont commencer à être déshumanisants, qui vont avoir du cynisme envers les usagers, envers les patients, et donc alors que ce sont des gens plutôt engagés, qui avaient plutôt une vision positive de tout ça, et le fait de se sentir, de ne pas s'accomplir, et avec un sentiment de dévalorisation et de culpabilisation vraiment important. Et donc les manifestations, elles sont plurimorphes, elles sont émotionnelles. Alors on a le typique, ce qui est de l'ordre du thymique, anxiété, dépression, mais l'irritabilité, moi je trouve que c'est un truc souvent hyper présent dans les patients qui présentent un burn-out. Les fonctions cognitives, et ça c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment des gens qui disent j'arrive plus à me concentrer. On a des fois c'est pas facile de faire la part des choses entre des troubles neurologiques et un burn-out quand c'est vraiment très atteint. Physique, alors là vous avez tout le spectre des qu'on appelle parfois psychosomatiques, de l'asthénie, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques. On parlait des mon dada c'est la santé au travail, et les TMS sont vraiment c'est effectivement, alors les cutanés on y pense beaucoup moins je pense, mais les problèmes cutanés sont des choses qui peuvent aussi être liées à ça. Interpersonnel et comportemental, avec vraiment cette agressivité, ce fait d'avoir un repli sur soi, des troubles addictifs qui peuvent émerger. Et puis motivationnel, avec vraiment cette dévalorisation, cet effritement, alors que ce sont vraiment des gens engagés au travail à la base, et puis cette dévalorisation, ces doutes sur les compétences. Et donc vous voyez que c'est un tableau qui peut effectivement être assez noir, parce que on va avoir des patients qui, alors que le travail était important, commencent à avoir un comportement très modifié. Alors du coup, ça peut, c'est vraiment, on a un tableau plutôt, vous voyez, émotionnel, comportemental, mais ça peut déboucher sur d'authentiques troubles anxieux, sur d'authentiques troubles dépressifs, sur un stress post-traumatique. Il faut vraiment évaluer le risque suicidaire dans ces situations-là, c'est très important. Il y a vraiment il peut y avoir des raptus anxieux importants. On revoit, le patient voit un camion passer à l'effigie de son entreprise, et ça génère des anxiétés très importantes. Et puis, faut quand même se dire que alors le monde a du lien sur le psyché, et le psyché a un lien sur le corps qui est tellement majeur. Ça a des conséquences cardiovasculaires, des conséquences musculo-squelettiques notamment. Alors, je voulais essayer de vous faire passer un peu le message de ce qu'il faut aller chercher. On ne connaît pas le travail. Je vous incite, on en parlait hier à la soirée de gala avec mes voisins, d'aller visiter des entreprises. Si vous pouvez choper un médecin du travail et lui demander d'aller visiter une entreprise pour aller se rendre compte un petit peu de ce que c'est le monde du travail. Parce que certains d'entre vous ont peut-être eu des emplois avant, des emplois étudiants, mais voilà, se rendre compte de ce que c'est le monde du travail autre que le nôtre, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, le rapport Golac, ça a été fait en 2011, et ça a essayé de dresser les risques psychosociaux. Donc, je demande pas souvent d'apprendre des trucs, mais là, si on arrive à retenir les 6, ça nous permet en consultation de pouvoir aller les chercher auprès de nos patients. C'est les exigences au travail, je vais vous les détailler après. Les exigences au travail, donc plutôt en termes d'intensité et de temps de travail, les exigences émotionnelles, notamment les relations au public, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, les mauvais rapports sociaux et les relations de travail, relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie, les relations symboliques qu'il peut y avoir au travail, les conflits de valeurs et la qualité empêchée. Moi, je trouve que on va y revenir, mais c'est quelque chose de majeur et que je retrouve vraiment dernièrement dans beaucoup de situations. Et puis l'insécurité de la situation de travail. Pas où on va en être là économiquement, mais c'est possible qu'on se retrouve avec des situations là de plus en plus fréquentes. Les exigences au travail, c'est la question de l'intensité du travail. Alors, c'est pas facile d'évaluer l'intensité du travail.
moi, de toute façon, je trouve qu'on travaille sur le rapport subjectif au travail, et donc c'est ce que la personne va nous emmener. Mais est-ce que c'est la quantité de travail? Est-ce que c'est le rythme de travail? Est-ce que c'est qu'il soit imposé ou qu'il soit subi? Est-ce que c'est la complexité? Et on voit là tout de suite que, par exemple, la complexité, ça peut être quelque chose de très bénéfique, c'est-à-dire très valorisant, parce que ça va permettre de mobiliser ses compétences. Mais si c'est trop complexe et qu'on n'a plus les ressources à la fois internes et externes pour y faire face, c'est là qu'on va être dans une situation de souffrance. Et c'est là qu'on voit que des fois on est dans le travail toujours des fois sur une ligne de crête entre, j'y reviendrai avec des modèles de psychodynamique du travail, entre souffrance et plaisir. Des contraintes de rythme interne, ça va être vraiment dans l'entreprise la vitesse du tapis roulant, et puis externe qui peut être la demande du client par exemple. La question de, voilà, on peut très bien avoir un travail très exigeant et s'y retrouver très bien. Par contre, si c'est irréaliste, c'est-à-dire qu'on a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre parce que les conditions de travail ne le permettent pas, c'est là que ça engendre de la souffrance. La polyvalence, c'est encore quelque chose de super intéressant parce que c'est à la fois c'est quelque chose qui a été vecteur de progrès, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses. Ça permet sur les TMS, c'est très bien, ça permet aussi de rompre la monotonie. Mais si vous avez une polyvalence qui permet finalement que d'augmenter l'intensité du travail, c'est-à-dire par exemple dans la restauration, vous avez un petit temps mort là, vous sur votre ou dans la vente, vous avez un temps mort sur votre poste, mais comme vous êtes polyvalent, on vous demande d'aller renforcer une autre équipe. En fait, vous êtes toujours sur le pont et donc la polyvalence peut être un peu négative. Ah, ça ne veut plus. Si. Le temps de travail, on peut avoir un temps de travail important, on peut travailler beaucoup et ne pas avoir de souffrance, mais on voit voilà, quand les temps de travail deviennent très importants, c'est là que ça peut devenir négatif. Et puis c'est la question aussi du subi et la question de est-ce que ce temps de travail, je l'allonge parce que en fait ce qu'on me demande, j'arrive pas à le faire dans le temps imparti normalement. Et puis il y a la question du travail de nuit qui a un impact sur le rythme biologique. Le travail posté, c'est le 2-8 ou le 3-8. Et ça, c'est pareil, le rythme biologique est très perturbé parce qu'on n'est pas toujours de 8h, 16h, mais on va être de 16h minuit. Et donc ça va avoir un impact. Et puis les horaires antisociaux, le fait de travailler le week-end, le fait de travailler le soir, et donc d'avoir un impact entre vie personnelle et vie professionnelle, là encore, on va avoir des facteurs de risque. Les exigences émotionnelles, c'est la relation au public. Quand vous êtes face au public, et vous le savez bien, vous ne pouvez pas avoir tous les comportements que vous voudriez parce qu'il y a des choses qui sont contraintes. Le public fait aussi que c'est une imprévisibilité des situations de travail et donc c'est pas très confortable. Il y a le contact avec la souffrance. Pareil, vous êtes bien placé, mais en relisant le rapport Golag, la souffrance, c'est aussi les téléopérateurs pour une assurance qui vont se rendre compte qui vont avoir face à eux des gens qui vont avoir des plaintes financières, économiques, sociales importantes. Et donc, c'est finalement des métiers où on n'aurait pas forcément, qui ne sont pas dans le soin, par exemple, qui ne sont pas dans le service à la personne, mais qui vont aussi se prendre de plein fouet la souffrance des gens. Le fait de devoir cacher ses émotions, ne pas répondre aux incivilités, refouler sa peur, ça c'est plutôt dans les métiers de la sécurité par exemple, ou si vous êtes guichetier à la banque, alors même si c'est pas très fréquent, en fait on a intégré quand même qu'un jour on pourrait peut-être être victime d'un braquage. Et puis la peur elle-même, dans des professions très accidentogènes ou on parlait avec des violences externes, et puis la peur de l'échec de ne pas réussir son travail. La question de l'autonomie, j'avance un peu sur le temps. L'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui peut à la fois être... c'est super d'avoir de l'autonomie dans son travail, à condition que ce soit pas trop et qu'on arrive à être entouré, qu'on arrive à pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc,
un travail trop contraint, c'est signe de souffrance, et trop d'autonomie peut aussi être... donc c'est important à la fois et c'est là que vous allez, avec vos patients, interroger le vécu, en fait. Voilà, comment ils vivent cette autonomie-là. À quel point le travail va pouvoir permettre notre développement culturel, notre développement compétences, à quel point on se dit, voilà, je vais au travail, j'apprends de nouvelles choses et je développe mes compétences. Ça, c'est vraiment un facteur plutôt protecteur, au contraire de la monotonie et de l'ennui. Et puis, voilà, ce que je disais sur l'autonomie, qui peut effectivement être souvent un facteur protecteur, mais qui peut aussi être néfaste. Alors, les rapports sociaux et les relations au travail, on a les relations avec les collègues qui peuvent être à la fois structurants et pathogènes. On a le soutien de la hiérarchie qui est important. On a les questions sur la relation à l'entreprise. Il y a la question du salaire, il y a la reconnaissance économique, il y a la reconnaissance symbolique, comment on se sent reconnu dans son travail et pas que par une question de salaire. Et la reconnaissance pratique, comment l'organisation montre qu'on est important dans cette organisation de travail. Et puis, voilà, les relations, c'est aussi ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec l'extérieur de l'entreprise, la reconnaissance par les clients et le public. Des fois, il n'y a pas... les enseignants, je trouve, souvent, n'ont pas la reconnaissance institutionnelle. Par contre, ils me disent, bah non, mais je vois bien, moi, les parents d'élèves, j'ai plein de cadeaux à la fin de l'année, c'est ça qui me tient, quoi. Je vois bien qu'ils sont contents de mon travail. J'ai des élèves qui reviennent me voir 10 ans après pour me dire... Voilà. Et là, on a la reconnaissance... par le public, par les gens pour qui on travaille, et à défaut de reconnaissance institutionnelle, c'est quelque chose de valorisant. Les violences internes, discrimination, harcèlement moral, on a dit qu'on en parlait effectivement, et là on est sur des choses qui peuvent être très violentes et qui vont atteindre la personne dans son intégrité. Conflit éthique, qualité empêchée et travail inutile. Le conflit éthique, c'est le fait de ne pas se retrouver dans ses valeurs. C'est celui qui va faire de l'assurance, qui travaille dans l'assurance et qui se dit voilà, moi je vais permettre aux gens d'avoir des produits qui vont permettre, en cas de coup dur, d'avoir des aides qui vont leur permettre que si leur maison brûle, elle puisse être payée, réparée, et puis qu'ils se rendent compte qu'en fait on leur demande de vendre des produits qui servent à rien, ou des produits avec plein de clauses d'exclusion qui vont faire que les gens ne vont pas être protégés. C'est des facteurs qui prenaient le café gratuitement avec des gens isolés, et qui maintenant c'est un service payant en plus. Et donc ça, c'est des conflits qui peuvent naître. Dans les soignants, dans tout ce qui est... j'ai en tête des patients éducateurs spécialisés qui me disent oui, je suis dans le social, quoi. Là on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Moi je suis là pour aider les gens, et en fait j'ai 4 fois trop de personnes à m'occuper, et donc j'arrive pas à faire comme je veux. Qui rejoint un petit peu la qualité empêchée, c'est-à-dire c'est l'organisation du travail qui ne permet pas de faire la qualité, et ça on retrouve ça par exemple dans la confection avec des rythmes de travail où les gens disent voilà, moi j'étais hyper fier, on faisait des pantalons de super qualité, et en fait au fur et à mesure des années ce qu'on fait, ça tient beaucoup moins bien, et du coup c'est vachement moins valorisant. Et puis le travail inutile, quel est le sens de son travail. Et je trouve que là, sur ces choses-là, on touche vraiment à ce qui fait l'importance du travail. L'insécurité de l'emploi, du salaire, de la carrière, je passe vite. Les changements, ça c'est vraiment un point important. Vous allez retrouver dans vos patients qui ont des situations... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a un nouveau logiciel informatique? Est-ce qu'on a réorganisé au niveau de la hiérarchie? Est-ce qu'il y a eu un rachat? Vraiment, c'est des moments de danger pour la santé mentale, je trouve. Vous allez me dire, c'est pas facile à retenir. Alors, je vous donne un petit truc qui est peut-être plus simple. C'est la question du stress au travail. Et en fait, il y a deux modèles épidémiologiques.
qui peuvent permettre quand même, nous, de les traduire en clinique. C'est le modèle de Karasek qui dit qu'il y a qu'une forte demande psychologique associée à une faible latitude décisionnelle et à un faible soutien social est fortement pathogène. Et c'est là que vous allez vous dire, une forte demande psychologique, c'est par exemple ce que vous avez. Mais tant qu'on a la latitude décisionnelle pour y faire face, ça tient, et c'est même, ça peut être facteur de fierté. Mais si vous avez une forte demande et une faible latitude décisionnelle, une faible autonomie, et si en plus vous y rajoutez un faible soutien social et un faible soutien social, soit par les collègues et la hiérarchie, c'est là que c'est là que vous tombez dans une situation pathogène. Le modèle de Sigrist, il le dit un petit peu autrement, c'est la question de l'effort et des récompenses. Pareil, si on vous demande de faire des efforts, mais que vous avez des récompenses, une reconnaissance au travail, ça va le faire. Si on vous demande de faire des efforts et que vous ne sentez pas cette reconnaissance, que vous ne sentez pas ces récompenses, c'est là qu'on va être dans une situation pathogène. Et voilà, ces deux modèles-là, un peu moins complexes que tous les facteurs psychosociaux, ça résume pas tout, mais ça peut déjà vous aider en clinique. La psychodynamique du travail, j'avance, je vous invite à lire ce livre, ça permet de se rendre compte, c'est la différence entre le travail prescrit, c'est ce que l'institution veut qu'on fasse, et le travail réel, ce qui est la réalité. Et en fait, l'idée, c'est qu'on mobilise son intelligence du travail pour dépasser le travail, le réel, dépasser la réalité. Si on n'y arrive pas, on tombe dans la souffrance, si on y arrive, c'est dans le plaisir. Et il y a des stratégies de défense individuelles et collectives, et qui ont aussi un impact, c'est là qu'on voit que le dire c'est que le boulot, c'est toujours un peu compliqué parce que ces stratégies de défense, elles sont aussi poursuivies en dehors du travail et vont avoir des conséquences. Alors, du coup, on est médecin généraliste, on n'a pas accès au travail, comment on peut agir? Déjà, c'est quand même d'écouter nos patients et de vraiment prendre ce temps-là, d'écouter. Et l'écoute, c'est une écoute active, c'est ce qu'on peut appeler la psychothérapie du médecin généraliste, et ça va permettre plusieurs choses. D'aider au lien entre les troubles et le travail, qui n'est pas toujours fait par le patient, permettre cette reconnaissance. Alors, on ne va pas reconnaître le travail, même si des fois je dis, écoutez, si, je parlais des enseignants, je leur pointe que leur travail il est au moins reconnu par les usagers. Et puis, c'est reconnaître cette souffrance. Renforcer l'estime de soi, permettre de travailler sur la déculpabilisation, travailler sur le lâcher-prise, et souvent quelque chose qu'on retrouve, c'est savoir dire non, parce qu'effectivement, pouvoir dire, il y a des gens qui n'ont jamais dit non de leur vie. Et je me souviendrai vraiment d'un patient, je lui dis, la prochaine fois vous allez dire non. Je l'ai jamais revu, alors soit il va mieux, soit j'ai dégoûté, mais vraiment on voit que c'est quelque chose de fort. On a un outil qui est l'arrêt de travail. C'est un outil hyper puissant, mais c'est un outil thérapeutique avec des avantages et des inconvénients. C'est un rôle thérapeutique, ça supprime la cause de la souffrance, et ça, au moins temporairement, et puis ça permet vraiment de reconstituer les ressources. Moi je dis c'est une canne, vous avez besoin là de reconstituer les ressources, et on voit bien qu'un arrêt de travail va vraiment permettre à la personne d'aller mieux. Mais après, il va falloir affronter, et c'est là qu'on va avoir les inconvénients, c'est que le travail est toujours là. Et donc, ça peut figer un peu la situation, ça peut aussi être mal vécu dans l'entreprise et finalement renforcer un peu cet isolement au sein de l'entreprise et provoquer jusqu'à une éviction de l'entreprise. Et puis, y a des gens où ils n'ont pas forcément envie de rester à la maison, parce que ça ne se passe pas forcément non plus bien à la maison, et donc il faut pouvoir évaluer ça. Alors, quelle durée? Faut se dire que ça peut durer longtemps, et il peut y avoir besoin de plusieurs mois pour se remettre complètement, mais il faut un suivi régulier, et donc plutôt des arrêts courts, sauf si vous sentez qu'il y a une anxiété anticipatrice, et là, un arrêt de travail, moi souvent je fais un arrêt d'1 à 2 semaines, mais si je vois que la personne me dit, non, mais voilà, ça va me stresser, je leur demande, ça va me stresser là, juste avant de vous voir, dans ce cas-là, je mets plus long. Mais sinon, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir les revoir, de prendre le temps et de réévaluer au fur et à mesure. Et du coup, notre allié, notre meilleur ami, c'est le médecin du travail. Et vraiment, moi j'ai mis en place des stages auprès de médecins du travail durant l'internat. Si vous avez l'occasion d'aller passer une demi-journée avec un médecin du travail, c'est vraiment se rendre compte que c'est hyper important, que c'est une spécialité majeure et qu'il n'y a que lui qui va pouvoir agir sur le travail. Ça découle que l'employeur a une obligation légale de protéger la santé de ses salariés.
et de s'appuyer sur un service de santé au travail. Il y a des services autonomes qui sont au sein de l'entreprise, des services inter-entreprises qui est le plus courant, et puis la MSA, il y a des médecins du travail au sein de la MSA. Je passe vite parce que j'ai déjà dépassé, mais comment l'identifier, comment le joindre, il faut que vous puissiez effectivement avoir une vision de comment s'organise la médecine du travail sur votre territoire. Et après, vous allez vous y retrouver. Par exemple, il y a des départements où il y a un seul service d'inter-entreprise. Donc, vous tapez le nom sur Internet, vous faites le numéro et vous dites « je veux le médecin du travail de tel patient dans telle entreprise » et vous l'aurez rapidement. Et il faut adresser au médecin du travail, surtout dans des situations là, de burn-out assez rapidement, dans ce qu'on appelle la visite de pré-reprise. Et en remettant des courriers aux patients, voilà, vous vous adressez pas au cardiologue sans faire de courrier, adressez pas au médecin du travail sans faire de courrier. Alors, on va détailler voilà, la clinique. Faites pas de lien entre l'état de santé et le travail parce que ces pièces-là, tout ce qui est dans votre dossier peut finir sur le bureau d'un avocat et un avocat va le transférer. En fait, s'il y a une procédure, l'avocat de l'employeur va aussi l'avoir et vous allez vous retrouver avec des embêtements au niveau du conseil de l'ordre. Donc, voilà. Si vous dites que je vous adresse pour syndrome dépressif, le patient il va raconter après, ou pour des troubles de la concentration. Enfin voilà, vous détaillez votre tableau clinique. Le patient il saura expliquer le lien avec le travail. Et cette visite de pré-reprise, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux médecins du travail de se rendre compte de la situation, d'examiner les possibilités de maintien en emploi, les difficultés potentielles et de mettre en place soit un plan de retour au travail, soit des plans de reclassement. Un des outils qu'on a directement, c'est le temps partiel thérapeutique. Et quand on est dans des situations où, voilà, au niveau du travail, l'organisation du travail a pu être changée, il y a des choses qui se sont améliorées, et repartir doucement, c'est quelque chose qui est vraiment importante. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous prescrivez le temps partiel, et c'est le médecin du travail qui en définit les modalités, c'est-à-dire notamment la quotité de travail et les adaptations de poste. En conclusion, 2 messages, interroger le travail et collaborer avec le médecin du travail. Merci. Merci Dr Beck, c'était très intéressant. Je pense qu'on a un petit peu mieux compris comment pouvoir aider du coup nos patients et patientes qui ont un environnement de travail qui parfois est assez délétère, en faisant ce lien avec le médecin du travail et en insistant beaucoup là-dessus et aller creuser un peu sur le travail. On va maintenant passer à une échelle différente, du coup avec le docteur Molanda qui va nous parler des psychotraumatismes. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser en médecine générale et donc il faudrait qu'on apprenne un petit peu à l'aborder. Je vous laisse vous présenter et commencer. Okay. Ariane, merci beaucoup pour l'invitation. J'en suis très honorée. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvie Molenda, je suis psychologue, docteur en psychologie. Je suis spécialisée dans le stress et le psychotrauma depuis de très longues années, puisque avant d'arriver au Centre national de ressources et de résilience, je travaillais au CHU de Lille, où je partageais mon activité professionnelle entre le SAMU 59, où je faisais de la psychiatrie de catastrophe. J'étais référente pour la zone de défense nord au titre de l'urgence médico-psychologique. Et sur l'autre temps, j'étais rattachée au pôle de psychiatrie et notamment à l'hôpital Fontan, où j'ai développé une consultation dédiée au psychotrauma à l'époque, donc avec le professeur Guillaume Veva. Donc, je vais entrer très vite dans le vif du sujet pour essayer de tenir les temps. Donc, pour ma part, je vais vous parler des liens qui peuvent exister entre la survenue d'événements qui présentent des caractéristiques particulières et le développement d'un trouble de santé mentale qui est assez répandu, qui s'appelle le trouble de stress post-traumatique ou TSPT. Donc, ce trouble est finalement assez récent puisqu'il a été intégré dans la nosographie psychiatrique internationale en 1980 dans le DSM-3. Je vous replace le contexte. À l'époque, les États-Unis sont sortis de la guerre du Vietnam et ils voient revenir au pays des tas de jeunes soldats complètement détruits par la guerre qu'ils avaient menée en Asie. Et la question qui se posait, c'était mais comment tous ces jeunes qui étaient au départ en bonne santé, vigoureux, puissent revenir aussi abîmés avec des problèmes d'addiction, de désocialisation et avec des tableaux cliniques tout à fait inédits
puisque le trouble n'existait pas, et surtout une offre de soins qui était inadaptée par rapport à la problématique. Et donc, la réponse a été finalement très forte, scientifique et politique, et c'est comme ça que le trouble de stress post-traumatique a été introduit dans le DSM. Lors de cette introduction, la question de l'événement déclencheur s'est posée. Et à l'époque, on pensait, compte tenu des tableaux cliniques qu'on trouvait chez ces jeunes soldats, que certains événements hors normes, comme les guerres, les actes de torture, les actes de barbarie, les séquestrations dans des conditions particulièrement inhumaines, eh bien, pouvaient engendrer de manière systématique un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, avec l'évolution des recherches, bien évidemment, cette position est nuancée, c'est-à-dire que les résultats en fait nous donnent deux données essentielles. C'est qu'il n'y a pas que les événements hors normes qui peuvent déclencher un trouble de stress post-traumatique. Les événements quotidiens le peuvent également, et on parlait des événements professionnels. Et l'autre point, c'est que la relation qui lie la survenue de l'événement au développement du TSPT n'est pas systématique. On est plutôt dans un phénomène interactif où, à un moment donné, dans la trajectoire de vie d'une personne, survient un événement qui va venir la bousculer et auquel elle va devoir s'adapter et s'ajuster. Alors, quels sont ces événements ? Par définition, un événement traumatogène, c'est un événement qui est porteur d'une menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Donc, si on part de cette définition, eh bien, vous vous rendez compte qu'on a un nombre assez important d'événements qui répondent à ces définitions. Ces événements peuvent être de dimension macro-sociale, on a cité les guerres, on peut citer les attentats, les catastrophes naturelles, les tueries de masse, mais aussi des événements, des catastrophes, j'allais dire, micro-sociales. L'accident de voiture, l'accident du travail, l'agression physique, sexuelle, tout ça sont autant d'événements potentiellement traumatiques. Le DSM-5, aujourd'hui, dans sa version révisée, définit également des modalités d'exposition à ces événements. 3 modalités sont retenues. Premièrement, en étant directement impliqué. Je suis tranquillement au volant de ma voiture et là, je vois que le camion qui arrive en face de moi, que je m'apprête à croiser, dévie sa trajectoire et je sais que je ne pourrai pas l'éviter, qu'il va venir m'emplafonner. Ça peut être également en étant témoin. Je suis lycéen, j'attends mon bus scolaire et là, je croise un camarade de classe en scooter et je vois directement une voiture qu'il ne voit pas et qui vient le choper. L'accident survient, mon camarade ne se relève pas. Vous pouvez également, 3e modalité, et c'est la plus récente qui a été introduite dans le DSM-5, être un proche impliqué indirect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'apprends la nouvelle d'un événement traumatogène qui survient à une personne que je connais très bien et que j'aime. Je suis parent et je viens d'avoir un échange avec le policier qui m'a informé que mon ado, qui était parti au lycée ce matin, s'est fait fracasser la tête et est en réa. Voilà ce qui en est des événements traumatogènes. Alors, plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ces événements traumatogènes. La première, c'est est-ce qu'ils sont fréquents? Donc, on a une grande convergence des données épidémiologiques qui montrent que ces événements sont extrêmement fréquents. Les données les plus récentes ont été conduites sous l'égide de l'OMS et vous voyez qu'on a une enquête mondiale qui a couvert tous les continents, 24 pays, qui montre que finalement, donc 69 000 répondants à peu près, qui montrent que finalement, eh bien, on a 70% de ces répondants qui déclarent avoir vécu au moins un événement traumatogène. Quand vous y regardez d'un peu plus près, alors je ne vois pas les chiffres d'ici, c'est de mémoire, mais finalement, être exposé une fois dans sa vie à un événement traumatogène, c'est rare. Vous voyez qu'on a 30% de l'effectif global qui a vécu au moins 4 événements traumatogènes au cours de leur vie. Alors, la deuxième question, c'est de savoir si tous ces événements sont aussi fréquents. Non,
Non, non. Donc, toujours la même équipe, hein, c'est l'équipe de Bedjet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé le taux de prévalence vie entière de ces événements. Alors, comment on calcule un taux de prévalence vie entière? Simplement, on fait un questionnaire et on demande aux répondants de coter si oui ou non ils ont vécu l'événement décrit. Vous voyez que l'événement le plus fréquemment rapporté, c'est la mort inattendue d'une personne que l'on aime. Vous voyez que quand on descend un peu plus dans le tableau, eh bien, vous avez également toutes les dimensions des violences interpersonnelles. Une autre façon également de calculer la fréquence des événements, c'est de voir un petit peu combien de fois ça peut arriver aux personnes. Donc, ce qu'ont fait Bedjet et son équipe, c'est que chaque fois qu'un répondant cotait oui à la survenue d'un événement, eh bien, il leur demandait de nommer, enfin de dénombrer le nombre de fois où cet événement leur était arrivé. Et donc, chaque fois qu'un événement arrive, eh bien, ça fait une occurrence et ça vient finalement obtenir, et c'est dans la deuxième colonne, obtenir un score total d'événements vécus. Et partant de là, ils ont calculé les proportions de ces événements. Vous voyez qu'on est à peu près toujours dans la même distribution avec toujours cette mort inattendue d'une personne aimée qui intervient en premier. Autre question, alors là je vais faire de mémoire parce que je ne vois rien au diaporama. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces événements sont tous aussi pathogènes. Eh bien non. Comment cette puissance pathogène a-t-elle été calculée? Et ça, c'est l'équipe de Kessler qui l'a fait. En fait, ils ont calculé un risque conditionnel de développer un TSPT après exposition. Donc, si vous arrivez à voir le tableau, en fait, vous voyez que dans la première colonne, dernière ligne, le risque conditionnel de développer un TSPT, tout événement traumatogène confondu, est de 4%. J'attire votre attention sur les chiffres entourés en rouge. Vous voyez que dès lors qu'on est dans le champ des violences interpersonnelles, ça fait exploser ce risque. Le viol, le risque est multiplié quasiment par 5. On arrive à du 19%. Tout ce qui est violence physique, violence sexuelle autre que le viol, on est sur une multiplication du risque qui varie entre 2,5 et 3. Si je reviens sur l'événement le plus fréquent, qui est la mort inattendue d'une personne que l'on aime, vous voyez que le risque il doit être autour à peu près de 5%. Donc, ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'effectivement, quand on regarde les événements, ils sont nombreux, ils présentent des caractéristiques communes fondamentales de menace à la mort ou de menace d'atteinte à l'intégrité physique, et on voit que la relation entre événements et TSPT n'est pas systématique. Ce qui fait qu'au début, alors des années 90, à la publication du DSM-4, je pense TR, si je me souviens bien, révisé, eh bien, on a eu pendant une décennie une multitude de travaux sur les facteurs de risque qui pourraient expliquer, c'était un moyen d'expliquer pourquoi et ce qui va moduler la relation entre l'événement et le TSPT. À la fin de cette décennie, début des années 2000, on a pléthore de facteurs de risque étudiés et pléthore de facteurs de risque identifiés. Donc, ce qui a été fait au début des années 2000, c'est qu'on a regroupé ces facteurs de risque en 3 groupes, ce qu'on va appeler les facteurs de risque pré-traumatiques ou prédisposants, les facteurs de risque péritraumatiques ou précipitants, et les facteurs de risque post-traumatiques ou de maintien. Et on a fait des méta-analyses, bien évidemment, sur ces facteurs de risque. Donc, je ne vais pas vous les citer tous, mais donc, dans les facteurs de risque pré-traumatiques, je vous ai mis sur la diapo tous ceux qui étaient identifiés par la littérature scientifique. Quand on regarde les méta-analyses, on a 2 facteurs de risque pré-traumatiques qui sortent du lot pour leur puissance prédictive de développer un TSPT. C'est tout ce qui est pathologie familiale antérieure psychiatrique, et c'est aussi la confrontation répétée à des événements traumatogènes, notamment dans l'enfance. Dans les facteurs de risque péritraumatiques, vous avez 2 grandes catégories, les facteurs environnementaux
et les facteurs personnels. Côté donc facteurs environnementaux, on a un facteur qui sort du lot, c'est la nature de l'événement. Et ça rejoint les données que je vous ai montrées dans le tableau, c'est-à-dire qu'on a une vraie fracture en termes de puissance pathogène et de facteurs de risque, du coup, entre les événements dotés d'une intention humaine malveillante et les autres. Côté personnel, vous voyez qu'on a listé 4 facteurs de risque: la perception d'une menace vitale, la gravité des blessures physiques qui vont venir finalement appuyer sur cette perception de menace vitale, un état de sidération et ce qu'on va appeler les phénomènes de dissociation péritraumatique. Les 2 facteurs prédictifs, les plus prédictifs, sont l'état de sidération et les phénomènes de dissociation péritraumatique. Enfin, au niveau des facteurs de risque post-traumatique, là aussi vous en avez un nombre assez conséquent. Je vais simplement venir zoomer sur le dernier, qui est le soutien social de médiocre qualité. Quand vous prenez dans les 2 méta-analyses qui ont été menées au début des années 2000 et qui ont mélangé tous les facteurs de risque, pré, péri et post, il y en a un qui ressort pour sa puissance prédictive, et ce qu'on retrouve aussi en santé au travail, c'est la qualité du soutien social. Je vais vous le dire de manière caricaturale et très réductrice. Vous pouvez vivre le pire des événements traumatogènes. Si à son décours, vous bénéficiez d'un soutien social de très bonne qualité, vous avez beaucoup de chances de passer au travers de l'installation du trouble. A contrario, si vous bénéficiez, je ne sais pas si le terme est bon, d'un soutien social à base de critiques. Mais comment ça? Mais t'as pas encore repris le boulot? Mais tu t'écoutes trop, mon vieux. Mais je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas sortir habillée comme ça, ma fille. C'est ta faute si tu as été violée. Je l'ai entendu. C'est, exemple, non, mais moi, à ta place, j'aurais agi comme ça. Puis moi, à ta place, je ferais ça maintenant. Genre, tu te débrouilles mal. On sait que ce facteur de risque-là est extrêmement péjoratif pour l'évolution post-traumatique des personnes concernées. Qu'en est-il de ce trouble aujourd'hui? On a 2 nosographies internationales en santé mentale. On a le DSM, qui est porté par l'Association des psychiatres américains, et on a la CIB, la Classification internationale des maladies, qui est portée par l'OMS. Au niveau du DSM, on en est à la 5e version révisée, et dans cette 5e version révisée, le TSPT s'articule autour de 5 clusters de symptômes. Le premier étant lié aux symptômes envahissants ou de reviviscence. C'est vraiment des symptômes pathognomoniques du trouble. Si vous avez des cauchemars traumatiques, si la personne vous décrit des flashs, des vécus comme si l'événement allait se reproduire, posez-vous la question d'un TSPT. Vous avez ensuite les conduites, les symptômes d'évitement qui sont vraiment des efforts volontaires et conscients de la personne concernée pour éviter tout ce qui va lui rappeler de près ou de loin les mauvais souvenirs et surtout la détresse associée à ces mauvais souvenirs. Vous avez enfin donc, les altérations négatives de l'humeur et des cognitions, avec des processus de dévalorisation, l'impression de se détacher d'autrui, d'être étranger parmi les autres, l'impression, et ça se retrouve aussi dans un désintérêt marqué par les activités professionnelles, sociales, personnelles qui étaient jusqu'alors investies. Moi, j'ai comme ça un monsieur qui faisait de la compétition et qui faisait du triathlon. Il a vécu, alors il s'est retrouvé aux attentats en 2016, me semble-t-il, en Belgique, qui ont touché l'aéroport de Bruxelles. C'est un monsieur, quand je le reçois 3 mois plus tard, qui a arrêté toute activité sportive. Il est passé de 15 heures de sport par semaine à 0. Et enfin, vous allez avoir toutes les altérations de la réactivité de l'éveil et donc tout ce qui est en lien avec les phénomènes d'hypertonie neurovégétative. On a des personnes avec un système de stress, vous le connaissez très bien, qui sont en permanence avec de l'adrénaline, des hormones de stress dans le corps et donc vont être extrêmement irritables, voire devenir violentes verbalement
physiquement, sont des personnes qui ne vont pas pouvoir lâcher prise et donc qui vont avoir énormément de troubles du sommeil, notamment des difficultés d'endormissement. Sont des personnes aussi qui vont avoir beaucoup de problèmes de mémorisation, de concentration et de mémorisation à court terme. Moi, j'ai un étudiant qui a vécu un événement traumatogène et qui m'explique qu'il a tapissé sa chambre d'internat de post-it pour essayer de ne pas oublier tout ce qu'il a à faire. Et enfin, dernier cluster de symptômes, ce sont les symptômes dissociatifs qui sont composés soit de symptômes de dépersonnalisation, où la personne a l'impression de devenir étrangère à sa propre personne, de ne plus se reconnaître, et des symptômes de déréalisation, où là, elle a l'impression d'être étrangère par rapport à son propre environnement. Donc ça, c'est le tableau clinique le plus connu, c'est, en tout cas en psychiatrie, c'est souvent sur le DSM qu'on se référait. La version révisée du DSM-5 a été publiée, je pense, en 2017 ou 2018. Et là, coup de tonnerre, 2019, on a la 11e version de la classification internationale des maladies qui est publiée, qui va introduire un nouveau TSPT. Et donc, vous voyez que la CIM 11 fait un distinguo entre un TSPT simple, ce qui ne préjuge en rien de sa sévérité, où on va retrouver les 3 clusters de symptômes principaux, c'est-à-dire les reviviscences, l'évitement et l'hypertonie neurovégétative. Et vous voyez que dans la CIM 11, ils ont introduit une autre forme de TSPT, qui est le TSPT complexe, qui regroupe finalement 2 grandes catégories de symptômes. La première, j'en ai parlé. La deuxième, c'est des symptômes en lien avec la désorganisation du soi, qui se traduisent par des difficultés de régulation des émotions, avec beaucoup d'impulsivité, beaucoup de croyances sur soi extrêmement négatives. Je suis nulle, tout ce qui arrive c'est de ma faute, je vaux pas le coup, etc. Avec une faible estime, très très faible estime personnelle. Et le dernier, c'est toutes les perturbations de la relation aux autres. Et on va se retrouver face à des adultes qui sont incapables ou dans la grande difficulté de construire des relations professionnelles, amicales, affectives, intimes, stables, parce que relation égale danger. Une des particularités de ce TSPT complexe, c'est que les événements qui sont à son origine sont liés à des violences interpersonnelles et des violences interpersonnelles particulières parce que ce sont des violences dont on ne peut pas ou dont la personne concernée ne peut se soustraire. C'est typiquement l'enfant victime de maltraitance infantile qui va développer un TSPT développemental qui, à l'âge adulte, se traduira par un TSPT complexe. C'est aussi les personnes qui sont coincées dans des violences intrafamiliales et notamment des violences conjugales. Comment comment les gens peuvent évoluer à la suite d'une exposition traumatique? Aujourd'hui, on a beaucoup de données, donc c'est vrai que jusqu'alors, c'était soit elle développe un TSPT, soit il ne se passe rien. Les données les plus récentes montrent qu'en fait, on a des trajectoires de réponse psychologique qui peuvent être très différentes. Alors là, vous voyez, il y a 5 trajectoires qui sont modélisées. Ce qu'on retrouve, il y a des méta-analyses qui sont sorties. Là, je vous ai donné l'étude de l'équipe australienne de Bryant. Vous voyez que, grosso modo, et heureusement pour nous, la trajectoire de réponse psychologique aux événements traumatogènes la plus fréquente, puisque c'est 70% des cas de mémoire, c'est la trajectoire dite de résilience. C'est celle du bas qui reste stable. Ça veut dire quoi, cette trajectoire de résilience? Ça veut dire qu'au décours de l'exposition, la personne ne développe pas de troubles de santé mentale. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas en souffrance. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas à traverser des bouleversements psychologiques, à devoir développer des efforts d'adaptation. Ça veut dire simplement que tout ce qu'elle met en place en termes d'efforts et de stratégies d'adaptation va fonctionner et va préserver sa santé mentale. Vous avez 2 autres catégories. Alors on va commencer par les 2 lignes du haut.
ce sont des personnes qui, au décours direct de l'exposition traumatique, alors je ne vous ai pas décrit, mais en fait, en ordonnée, vous avez le score à une échelle d'hétéro-évaluation diagnostique qui s'appelle la CAPS, qui est une échelle gold standard, hein, qui est reconnue à l'international pour ses qualités psychométriques, qui permet d'établir un diagnostic de TSPT. Le score seuil est de 60, c'est-à-dire qu'à partir de 60, la personne répond aux critères diagnostiques du TSPT. Donc vous voyez que dans les deux courbes du haut, vous allez avoir la première courbe, genre de mémoire ça doit être 4%, où les personnes d'emblée après l'exposition traumatique vont présenter un tableau complet de TSPT, et vous voyez que ce tableau va se maintenir, voire s'aggraver au fil des années, puisqu'on va jusqu'à 6 ans là, dans le suivi qui est mis en place dans l'étude. L'autre courbe juste en dessous, c'est ce qu'on appelle la courbe de rétablissement, avec des personnes qui vont aller très mal finalement au décours de l'événement, mais qui, avec le temps, vont retomber sur leurs pieds et se rétablir. Les deux dernières courbes, vous voyez que ce sont des personnes qui sont plutôt asymptomatiques au décours de l'événement. C'est des personnes qui vont avoir quelques manifestations post-traumatiques, mais sans que ce soit critique. Et vous voyez que ces personnes, au fil du temps, vont voir leur santé mentale se détériorer. C'est ce qu'on appelle les courbes d'apparition retardée ou tardive du TSPT. Et celles-là, j'ai envie de dire, c'est les plus difficiles à détecter, parce qu'au début, elles ne vont pas trop mal. Mais c'est avec le temps que ça va vraiment se détériorer. Ça sous-entend aussi, en tant que médecin généraliste que vous allez devenir, quand vous avez des personnes exposées, d'avoir un regard attentif, non pas sur quelques mois, hein, mais sur au moins 1 an, 2 ans après la survenue de l'événement. Alors, une des difficultés qu'on rencontre aussi dans le TSPT, c'est que c'est un trouble qui présente une comorbidité très élevée. Là, c'est l'étude de Kelsler en 1995 qui vous montre que finalement, dans l'échantillon, parmi les personnes qui présentent un TSPT, vous avez 30% des hommes qui présentent 2 autres troubles de santé mentale comorbides et 35% des femmes. Dans les études qui ont été conduites là, sous l'égide de l'OMS, dont je vous ai parlé en début d'exposé, le chiffre tombe, c'est 78% des personnes atteintes d'un TSPT qui présenteront un autre trouble de santé mentale. Ce qui fait que ça va complexifier le suivi, complexifier les soins, parce qu'il va falloir affronter en même temps, en parallèle, plusieurs troubles de santé mentale. Le trouble le plus fréquemment associé, c'est la dépression. Hommes, femmes, même combat. 1 personne sur 2 présentant un TSPT développera en même temps ou au décours du trouble une dépression majeure. Vous voyez qu'ensuite vous avez les problématiques de troubles de l'humeur. Et ce qui arrive tout de suite après, c'est les problématiques, et là mon collègue en parlera bien mieux que moi, les problématiques addictives. J'attire votre attention sur le chiffre de 52%. La problématique de mésusage d'alcool est extrêmement forte, notamment chez les messieurs. Au décours d'un événement traumatogène, quand on commence à avoir des symptômes post-traumatiques, les dames, elles vont aller chez le médecin traitant parce qu'elles ne se sentent pas bien, elles se sentent angoissées. Les hommes, ils vont jouer les durs et ils vont plutôt boire un coup le soir. Sauf que toute la neurochimie cérébrale est modifiée. Je vous disais, on parlait d'hypertonie neurovégétative, de sécrétion d'hormones de stress en permanence. Cette neurochimie cérébrale, elle est modifiée par le trauma et par le stress consécutif. Et ce que montrent les travaux, notamment d'un chercheur qui s'appelle Wimet, c'est que, en fait, ça favorise l'installation d'une addiction. Donc, il faut être vraiment très vigilant sur ces consommations de substances psychoactives. Et vous voyez que l'autre catégorie de troubles, c'est ce qu'on va appeler tous les troubles anxieux. On va retrouver troubles d'anxiété généralisée, troubles paniques, troubles phobie sociale, qu'on va surtout retrouver dans les cas d'agression physique ou sexuelle, et des phobies spécifiques. Il est, par exemple, pour moi, chez des personnes victimes d'un accident de la route, il est très fréquent que la personne développe une phobie du volant après coup, alors que son TSPT est soigné.
Docteur Molenda, si on pouvait peut-être aller un peu plus. Voilà, j'ai tout fini. Les traitements, voilà. Donc, au niveau des traitements, on a de nombreuses recommandations internationales de bonnes pratiques thérapeutiques. Je suis en train de terminer avec la Haute Autorité de Santé les recos françaises. Le traitement de première intention, c'est la psychothérapie. Pas n'importe quelle psychothérapie. Ce sont les TCC centrés sur le trauma, donc les plus anciennes, celles qui bénéficient du plus grand nombre d'essais contrôlés randomisés, démontrant leur efficacité, et ensuite une thérapie plus récente, qui est le MDR. Si les personnes n'ont pas accès à ces thérapies, eh bien, vous pouvez prescrire des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, que sont la sertraline et la paroxétine. Voilà. Pour conclure, et j'arrêterai là, donc ce qu'on va retenir, c'est que les événements traumatogènes sont des événements relativement fréquents, que seules certaines personnes exposées développeront un TSPT et que ça dépend de nombreux facteurs qui tiennent à la personne elle-même, mais également à son environnement. Et retenez aussi la place du soutien social, que ce TSPT est un trouble avec une prévalence qui est très élevée parmi les troubles de santé mentale. Quand vous regardez la prévalence P entière du TSPT, chez les personnes exposées, elle est de 5,6%. Que c'est un trouble qui est très souvent associé à un autre trouble de santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est quand même un trouble qui répond très très bien à la psychothérapie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment mieux compris un peu le trouble du stress post-traumatique et qu'on voit du coup que c'est très fréquent et qu'on va forcément être amené à en soigner en médecine générale, et aussi que du coup ça peut se cacher derrière les co-problèmes, et comme les addictions par exemple. Donc Christian, je te laisse te présenter et prendre la parole. Voilà, bonjour. Christian Ada, donc je suis médecin à l'hôpital de Carcassonne. J'ai fait de la médecine interne, ça m'a amené sur le VIH dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps vers les addictions, la toxicomanie. Donc je travaille à la fois à l'hôpital, mais aussi en XAPA, centre de soins des addictions, en ville, à Carcassonne, mais aussi sur un bus où on fait de l'aller vers dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc ça, c'est pour le contexte. Et bien, on va commencer. Donc, Ariane m'avait demandé, suite à une intervention que j'avais faite, de parler de ça. Donc, on va aborder un peu des généralités, puis après, on va partir sur des exemples. Donc, la question des addictions, classiquement, on décrit les facteurs favorisant ces addictions comme étant soit des facteurs dépendants de la personne elle-même, soit liés à la nature de la drogue, soit liés à l'environnement. Il y a cette espèce de triptyque entre la rencontre entre une personne avec ses vulnérabilités, un produit, et puis un moment ou un moment social. Et c'est là qu'on va parler de l'environnement. Je ne vais pas trop parler de la question de l'environnement social proprement dit. C'est vrai que l'environnement, c'est l'environnement individuel, c'est la situation d'emploi, la solitude ou les conditions dans lesquelles on vit personnellement, et puis c'est aussi les conditions générales, où c'est qu'on vit, dans quel quartier, est-ce qu'on est à la campagne, est-ce qu'on est à la ville, voilà. Alors, parmi les facteurs favorisants, j'ai remis en tête pour les addictions, parce que souvent on trouve les traumatismes en dernière ligne, ça m'a toujours un peu étonné. Je crois que la place, elle est en premier. Donc les traumatismes, les maladies mentales, les facteurs génétiques, presque, je les mettrai maintenant en dernier, l'âge et le sexe. On n'est pas égal face aux addictions. Ça touche par exemple plus les hommes que les femmes. Et tu as donné quelques pistes pour le comprendre. Alors, au niveau de la substance, évidemment, la substance a son importance. Il y a des substances qui sont plus ou moins addictives. Et du coup, il faut distinguer ce qui est addictif de ce qui est dangereux ou de ce qui est psychotrope. Par exemple, la nicotine, c'est extrêmement addictif, c'est faiblement psychotrope. L'alcool et l'héroïne, c'est fortement addictif aussi, mais c'est beaucoup plus psychotrope. Et donc, ça ne va pas être utilisé dans les mêmes conditions. Après, évidemment, le mode de consommation, la quantité consommée,
Je dis toujours, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Donc en fait, quand on est médecin, il faut oser parler aux gens de qu'est-ce qu'ils fabriquent dans leur vie. Donc tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'ils font dans leur vie professionnelle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie récréative? Et vraiment, si on ne pose pas les questions et si on ne demande pas combien et quand et à quelle fréquence, etc., on n'aura pas vraiment une notion de à qui on a affaire. Les facteurs environnementaux, moi je vais vous parler un peu de ça parce qu'en fait, il y a des facteurs qui sont vraiment prédominants dans l'accès aux drogues. C'est finalement soit les politiques de santé publique, soit les phénomènes, je dirais, d'essor de certains trafics. Donc on peut parler de l'essor de la cocaïne et de la stratégie géopolitique des trafiquants. Ça, c'est quelque chose de très actuel. Il y a une autre actualité qui est celle de la question des fentanyls et autres opioïdes de synthèse. Mais on aurait pu parler de la question de l'alcool avec la loi E20 ou du tabac. Ou aussi des politiques publiques et l'évolution des législations pour le cannabis, parce que selon les pays, en fait, selon la politique qui est menée, il y a une plus grande tendance à consommer un produit ou pas. En France, on est un des pays d'Europe où on consomme le plus de cannabis, alors qu'on a la loi la plus répressive. Hein, donc, cherchez l'erreur. Alors, sur la cocaïne, le nombre de consommateurs en France a été multiplié par 4 ces 20 dernières années. C'est une drogue qu'on voit émerger de façon fulgurante. Il y a une augmentation de 1 million d'usagers. Enfin, on est passé de 600 000 à 1 million usagers en une année. Donc un demi-million quasiment de personnes en plus dans les enquêtes. Alors, juste quelques généralités sur la cocaïne. Je pense que vous la connaissez. Enfin, certains la connaissent puisque, Ariane, tu m'avais montré un chiffre, je ne sais plus. Parmi les étudiants en médecine, vous étiez quelques pourcents, en tout cas, à déclarer 3%, ouais, à déclarer la consommation de cocaïne. C'est une drogue qui est en train d'émerger dans toutes les classes et dans toutes les localités. Hein, dans le plus petit village de l'Aude, on trouve maintenant de la cocaïne. La cocaïne, donc, elle est sniffée ou injectée. Elle peut aussi être fumée sous sa forme base, qu'on appelle le crack aussi. Et beaucoup de gens consomment du crack sans savoir qu'ils consomment du crack, c'est pour ça que je spécifie. Ce qui a pu faire que cette drogue prenne tant de place, c'est d'une part parce qu'il y a une stratégie des trafiquants, avec une baisse des prix, une vente au détail, une pureté plus grande du produit ces dernières années. Mais aussi parce que comme c'est une substance qui agit sur les circuits dopaminergiques de la récompense et de la motivation, en fait, c'est une drogue qui est très utile socialement, tant qu'elle n'est pas, on va dire, nocive, c'est-à-dire que les premiers temps, effectivement, elle apporte une plus-value. Il y a une valorisation sociale d'ailleurs de ces drogues. C'est une drogue qui est associée à la performance, à la réassurance, etc. C'est pas pour rien qu'on trouve ça, qu'on a pu trouver ça dans le milieu de la politique ou du sport. Deuxième exemple, donc, de ce qui peut générer des consommations, c'est l'histoire de la crise des opioïdes aux États-Unis. On dit qu'aux États-Unis, ça a fait l'équivalent de 3 Vietnam en morts. Hein. Il y a eu 645 000 morts sur les années depuis à peu près 2010. Ça a commencé brutalement, en fait, avec une surprescription d'oxycodone. D'ailleurs, le laboratoire Purdue Pharma a été condamné. Il y a une série sur Netflix qui raconte cette histoire. C'est assez stupéfiant, sans jeu de mots. Ça s'appelle Painkiller. Et donc, ils ont été condamnés pour une politique commerciale agressive et mensongère. Ça a touché donc de manière inattendue la population blanche. Alors, dans les classes défavorisées, ça on pouvait s'y attendre, mais aussi en milieu rural. En fait, ça correspond à la ceinture qui s'est totalement désindustrialisée et où il y a eu une misère sociale qui a favorisé par sûrement plein de phénomènes
Mais là, c'est par le biais de la douleur, hein, c'est de la prescription d'antidouleurs. Donc là, je pensais à ce que tu disais sur le burn-out, par exemple, mais aussi évidemment sur les traumatismes psychiques. À noter que les États-Unis ont actuellement 19 millions de vétérans de guerre. Hein, c'est un des pays qui fait le plus la guerre. Et que parmi ces 19 millions, 17% sont addicts aux opiacés. Alors pour des raisons psychiques, pour des raisons physiques. Mais ça fait quand même 17% de 19 millions, on approche le million d'anciens vétérans bien frappés et qui sont dans l'engrenage des opiacés. Alors, le gouvernement a tenté de faire des mesures de restriction, donc il a verrouillé l'oxycodone, et puis il y avait eu le procès. Mais la surmortalité d'à peu près 70 000 morts par an a continué parce que tous ces gens-là se sont tournés vers l'héroïne. Il n'y a plus d'oxycodone, on prend un autre opiacé. Et puis là, on est dans la 3e vague, donc ça continue. Les chiffres sont toujours très inquiétants. Je crois qu'il y a eu 101 000 morts entre 2022 et 2023. Ça s'infléchirait un peu l'année dernière. Parce qu'en fait, les États-Unis sont inondés de fentanyl. Alors ça, c'est presque une guerre économique. Les cartels chinois aspergent le Mexique de précurseurs du fentanyl. Le Mexique produit du fentanyl et le revend sur les marchés illicites. Pour vous dire, je crois que la crise des opioïdes, elle a coûté 300 milliards aux États-Unis, calculé. Et c'est toujours, on arrive toujours en retard avec l'argent pour essayer de réparer. Ils ont mis 6 milliards pour essayer de développer un système de traitement de substitution et de prescription de naloxone pour endiguer l'épidémie d'overdose. Alors, j'ai mis une petite diapo parce que la France, on dit que ça ne pourrait pas arriver parce qu'on a une politique de traitement de substitution des opiacés depuis déjà 1996 avec un système public, donc gratuit, contrairement aux États-Unis. On a une place prépondérante des médecins généralistes dans la prescription des TSO par la possibilité de primo-prescrire la buprenorphine, mais aussi de reprendre la prescription sur la méthadone. On a des structures publiques que sont les XAPA, donc les centres de soins des addictions, et les CARUD, qui sont des centres de réduction des risques. On a des recommandations de bonnes pratiques pour la prescription des opiacés. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une régulation par la CPM. Ils ont des curseurs sur leur logiciel qui flashent quand on fait des prescriptions excessives. Plus de 800 mg de morphine, ça ne passe pas. Il y a une interdiction de la publicité. Et puis, on a des dispositifs de surveillance. On a Synthes, donc système d'identification des toxiques et des substances, et Trend, qui est un système d'enquête sur les drogues. Et puis, on a aussi le dispositif Analyse ton prod qui permet que des usagers puissent faire parvenir leurs produits pour analyse. Et puis, il y a aussi de l'analyse en milieu festif. Enfin, voilà, on a des tas de choses qui permettent d'avoir un peu de vigilance. Et puis, enfin, on a adopté un peu tardivement, mais et d'ailleurs, ce n'est pas encore implanté vraiment, l'analoxone. On la connaissait aux urgences pour traiter les overdoses, mais maintenant, elle est disponible dans les centres de soins. On la distribue aux usagers. Il faudrait aussi qu'on fasse comme le Canada, le Danemark, la distribuer aux secouristes, la distribuer aux pompiers, etc. Mais on peut progresser sur les overdoses. En France, on a à peu près 700 overdoses par an. Si on multiplie par 5 pour atteindre la population américaine, puisqu'on n'est que 60 millions, ça nous ferait à peu près 3000 morts par an. Eux, ils sont à 70 000. Donc, vous voyez la folie que c'est par rapport à chez nous. Alors, est-ce que ça pourrait arriver ? Oui, quand même, parce que les trafiquants ont déjà commencé à envoyer un peu de fentanyl, et ce n'est pas par le biais des prescriptions que ça pourrait arriver, c'est par le biais du marché noir. D'autant plus qu'il y a un risque de pénurie sur l'héroïne là, dans les mois qui viennent, parce que l'Afghanistan a arrêté de planter, à la demande des talibans, a arrêté de planter de l'opium, et que donc du coup, ça pourrait être un produit de remplacement et qui serait moins contrôlable parce qu'on n'a pas, je dirais, l'habitude de surveiller ces réseaux-là. Voilà. Donc on connaissait bien le marché
Est asiatique, enfin le triangle d'or, etc. Et si jamais ça s'arrêtait, on pourrait être démunis. Voilà. Alors, juste une diapo rapide. Oh là là, ça va aller vite. Ariane, tu m'avais demandé de remettre cette diapo, je la mets. Alors ça, c'est pour parler de la question du produit. Évidemment, la dangerosité du produit a une importance, mais surtout le côté addictif d'un produit. Alors le rapport ROC, c'était un rapport qui avait été produit à la demande, je crois, de Bernard Kouchner, il me semble, il y a assez longtemps, qui avait été assez scandaleux parce qu'il avait mis l'alcool et l'héroïne sur le même plan au niveau addictif. Et évidemment, ça ne faisait pas plaisir à l'époque, notamment au lobby de l'alcool. Mais le tabac était juste derrière. Et le cannabis et les benzos étaient de l'autre côté du spectre, sur la dangerosité. Donc ça n'avait pas vraiment plu, ce rapport, il a été rapidement enterré, mais ça vaut le coup de se pencher dessus. Là, on n'a pas le temps, mais vous pourrez le regarder éventuellement a posteriori. Alors, moi, j'ai quelques diapos pour reparler de la question du psychotraumatisme, parce que donc on sait maintenant qu'en population générale, et là, je donne des chiffres que je crois sont supérieurs à ceux que tu citais. Moi, je me réfère aux enquêtes qu'a pu faire la psychiatre Muriel Salmona, qui vient nous dire qu'une fille sur 5 et un garçon sur 13 a été victime d'abus sexuels. C'est énorme, c'est massif. On sait aussi, d'après le juge Cédric Durand, qui est donc un juge pour enfants, qui avait été nommé à la tête de la Civis, puis congédié à la fin de son rapport par le gouvernement Macron, qu'à peu près 160 000 enfants par an sont victimes d'abus. Donc là, en fait, on est face à un iceberg dont on ne voit que le sommet. On a pu calculer que les victimes d'agressions sexuelles sont 13 fois plus susceptibles de développer une problématique d'alcool et 26 fois plus susceptibles de développer un trouble d'usage de la substance. Nous, de notre point de vue de l'autre côté, là, avec le biais qu'on a, dans les centres de soins des addictions, les statistiques vont de 50 à 90% de prévalence de l'abus sexuel chez nos usagers. Donc finalement, dans nos missions, mais ça fait partie de nos missions, hein, c'est rechercher des comorbidités psychiatriques et somatiques, repérer des événements de vie traumatogènes. Et là encore, je dis, si on ne questionne pas, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire que c'est une question difficile, mais je pense qu'on peut tous, en tant que médecins, aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire aborder la question, est-ce que vous avez déjà été victime de violences, pour commencer soft, de violences sexuelles, et puis ensuite, éventuellement, d'aller dans des choses plus intimes. Tu peux me permettre d'intervenir ? Sûrement, ou à moins que je finisse et puis que... Oui. Juste sur les événements traumatogènes, il existe, et on va le mettre sur le site du CN2R, une liste d'événements traumatogènes. C'est un questionnaire, ça s'appelle la LEC, qu'il suffit de confier au patient et il peut cocher « j'ai été victime, j'ai assisté, j'ai été témoin » ou « ça ne me concerne pas ». Donc ça peut être un très bon outil de dépistage. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a collaboré pendant 3 ans avec la Fédération Addiction sur le lien entre TSPT et addiction. Et vous allez avoir là, le mois prochain, ou ce mois-ci, un guide méthodologique qui vous explique tous les liens entre TSPT et addiction avec des pistes thérapeutiques. Merci. Donc moi, j'appartiens à la Fédération Addiction. Juste, je remets quelques diapos. Alors, il y a un petit peu de la redondance, mais c'est pas grave parce qu'entendre 2 fois, ça fait mieux à intégrer. Donc, le syndrome de stress post-traumatique ou le trouble de stress post-traumatique, c'est une dysfonction cérébrale qui est durable et qu'on peut même voir en imagerie. Là, je fais souvent allusion à un film que j'adore qui est Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry, qui passe en ce moment sur Netflix, qui parle un petit peu de la question de l'imagerie du souvenir. Donc, une sidération psychique initiale médiée par les endorphines, donc les morphines naturelles, et par des substances kétamine-like qu'on ne connaît pas encore très bien,
qui succède à cette phase adrénergique et hypercortisolémique qui est liée au danger. Donc vous êtes face à une menace, vous libérez à fond d'adrénaline et de cortisol, et tout de suite derrière, en fait, pour que ça s'arrête, pour éviter de mourir de l'arrêt cardiaque, le corps libère des endorphines et des espèces de kétamine qui vont créer une disjonction qui explique les phénomènes dissociatifs secondaires. Donc le cortex ne reçoit plus l'info sur l'état émotionnel et psychique, et l'amygdale, qui est chargée de filtrer les émotions, ne transmet plus les infos à l'hippocampe, ce qui fait que la mémoire ne se fait pas. Et on arrive donc sur ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le syndrome de stress post-traumatique, c'est plusieurs chapitres. Il y a les envahissements. Alors, ils peuvent être physiques, ces envahissements. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se plaindre. Ils ne sont pas capables d'élaborer psychiquement, mais ils ont du ressenti physique. Ça peut être des envahissements psychiques, sous forme de pensées, etc., de souvenirs, les flashbacks, les cauchemars, et puis les troubles du sommeil. Après, c'est des évitements, donc tu l'as dit, donc des lieux, des gestes, des gens qui ne peuvent pas se mettre dans telle position, qui évitent certaines pensées, Des troubles cognitifs, donc la mémoire traumatique et la dissociation qu'on pourrait mettre dans ces troubles cognitifs. Et puis des troubles psychiques qui sont donc assez variés, on va pas insister. Se rajoute donc je parlais de l'amnésie, et puis tu parlais des troubles de la personnalité, la déréalisation, la dépersonnalisation. Et enfin, souvent, donc des conduites à risque qui, dit-on, visent à reproduire l'état de dissociation. C'est-à-dire que, par exemple, si on se scarifie, quand on a une invasion psychique, si on se taille le bras, en fait, la douleur déclenchée va permettre de se redisjoncter, de se remettre dans un état second qui permet de fuir le souvenir traumatique. Des troubles, des diagnostics différentiels, je passe. Je voulais juste vous parler d'une vignette clinique. C'est une jeune femme que j'ai vue il y a à peine un mois, qui est venue donc au XAPA pour arrêter le tabac. Bon, une fille de 17 ans. Et puis en discutant avec elle, l'éducatrice tique un peu parce que la jeune femme, elle a un dossier MDPH avec des troubles du spectre autistique, une anxiété qui sont notés dedans, des troubles des apprentissages et une scoliose. Elle a été explorée de multiples fois pour des constipations depuis l'âge de 3 ans. Et puis, en fait, elle ne fume pas que du tabac. Elle admet qu'en fait, elle a une problématique avec le tramadol depuis déjà plusieurs années. Et puis moi, quand je l'interroge sur son tabagisme, elle fume depuis l'âge de 8 ans. Alors là, je tique. Et puis quand je questionne, en fait, c'était forcé. Et puis on l'a forcé aussi à boire de l'alcool. Et alors là, bon, dans mon cerveau, ça fait direct équation. Je pose la question et voilà, c'est l'histoire d'un abus du père et du grand-père. Et donc ça c'est un cas clinique qui vient me montrer que tout comme vous en médecine générale, quand quelqu'un a mal au ventre, vous ne dites pas à tous les coups c'est une appendicite, mais vous êtes obligé d'y penser. Vous ne pouvez pas penser à une douleur de ventre sans penser à l'appendicite, mais vous le gardez derrière l'oreille, vous n'allez pas dire c'est une appendicite. Et ben, je pense qu'en matière d'addictologie, et peut-être à l'avenir dans beaucoup d'autres disciplines, il va falloir avoir derrière l'oreille que tout trouble, pourquoi pas avoir derrière l'oreille que tout trouble peut être lié à un trouble de stress post-traumatique, potentiellement lié finalement à l'événement traumatogène le plus fréquent dans notre population, que serait l'abus sexuel et l'inceste. Parce que, alors oui, tout à l'heure dans ta diapo, il y avait la mort, mais ça c'est normal. Je veux dire, la mort, on va tous mourir, donc la mort fait partie de notre condition d'humain. Par contre, le viol et l'abus sexuel, pas forcément, quoi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense que là, on a bien vu l'addiction avec des exemples politiques, de société, etc. C'est vachement intéressant, et aussi de parler de pourquoi les gens consomment finalement, que c'est pour oublier certaines choses et que c'est pas juste une maladie, l'addiction, c'est aussi pour compenser d'autres choses. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? On va peut-être pouvoir en prendre une ou deux. Levez bien haut la main s'il y a une question. Oui. Bonjour, merci pour vos présentations. Ma question s'adresse au docteur Molenda.
Je voudrais revenir sur les facteurs pré-traumatiques slash situation à risque, enfin milieu à risque, j'entends par exemple l'armée ou même en fait l'hôpital. Est-ce qu'on aurait des stratégies pour essayer de désamorcer ces éventuels PTSD? Je sais pas, une TCC pré-PTSD, quelque chose comme ça. Alors, c'est une des grandes difficultés. Effectivement, vous allez avoir des métiers à haut risque traumatogène. Les policiers, les militaires, les sapeurs-pompiers. On retrouve aussi les soignants qui sont confrontés, les urgences, le SAMU. C'est vraiment des métiers à haut risque très traumatogène. Quand on fait une revue de littérature, en fait, on voit notamment sur la dimension neurosciences qu'on a une sensibilisation de certaines structures cérébrales qui viennent d'être évoquées et du coup, ça crée un contexte particulier. La difficulté qu'on a, et je viens de sortir de la revue de littérature systématique des thérapies pour ces métiers à haut risque traumatogène, c'est qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui thérapeutique. On a des axes qui essaient de développer des activités de préparation aux événements traumatogènes. Je suis policier, je sais que je vais intervenir sur une situation particulièrement à risque en termes d'exposition potentielle à la mort. Il y a des outils aujourd'hui qui sont développés pour essayer de préparer à. Sauf qu'on n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui pour évaluer leur efficacité. Par contre, là où c'est clair, c'est que toutes les interventions préventives post-exposition en séance unique sont inefficaces. Ça n'apporte rien. Et alors, moi qui viens du champ de l'urgence médico-psychologique, qui ai utilisé une technique qui s'appelle deux techniques, le diffusing psychologique, le débriefing psychologique, en fait, ça n'apporte strictement rien, sauf que aujourd'hui, on n'a pas de réponse thérapeutique alternative. Donc, soit effectivement, on met en place, et c'est ce qu'on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, un suivi, c'est-à-dire, mais alors ça pose des problèmes en milieu professionnel, parce que nous, on a une levée de syndicats. Moi, j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur un plan psychotrauma. Et donc, on a eu une levée de bouclier des syndicats parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir... Il y a une question d'imputabilité dans le cadre de l'exercice professionnel. Et donc, il faut qu'on puisse identifier ces événements traumatogènes qui sortent du lot parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Mais moi, pour avoir fait 20 ans de SAMU, je sais quels sont les événements qui sont les plus bousculants sur le plan psychologique. Mais c'est vrai qu'on a ces difficultés-là de prévention et de préparation à ces événements. Encore une fois, ce qui va jouer, ça va être l'hygiène de vie, ça va être la capacité que la personne a de parler de ses émotions et de les partager. Ça va être aussi la dimension organisation du travail. Vous pouvez avoir une très bonne hygiène de vie, être réglo, faire attention à vos relations sociales, aller chercher du soutien social. Si vous êtes dans un environnement professionnel complètement désorganisé, ça ne servira pas à grand-chose. Donc on ne peut pas travailler l'un sans travailler l'autre et questionner l'un et l'autre, ça c'est clair. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question, si vous levez bien haut la main? Oui. Merci d'avoir parlé de la santé au travail et du rôle du médecin du travail. Qu'en est-il pour les patrons et les libéraux qui n'ont pas accès à la médecine du travail? Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui peuvent exister pour les orienter et aider leur situation? Ouais, merci de cette question. Alors, effectivement, comme avoir un médecin du travail, ça relève d'une responsabilité de l'employeur. Quand on n'a pas d'employeur, on n'a pas forcément de médecin du travail. Il y a de plus en plus de services, première réponse, il y a de plus en plus de services interentreprises qui permettent aux dirigeants d'être également suivis. Et donc, si vous êtes médecin, que vous avez votre secrétaire qui est suivi par un service interentreprise, ils vont aussi pouvoir vous suivre. Et il y a des nouvelles offres, peut-être même sans qu'on ait de salariés, qui peuvent se développer. Donc, c'est une possibilité. Après, je dirais quand même et notamment je m'adresse à vous, c'est d'avoir un médecin à qui vous allez pouvoir vous adresser, un médecin généraliste et qui pourra après, un médecin traitant qui va pouvoir après orienter. Et la deuxième ressource spécifique, donc avoir un médecin du travail, c'est possible, même si c'est pas la norme. Et sinon, on a des centres de pathologie professionnelle dans les CHU, avec en plus effectivement souvent une consultation souffrance au travail, qui est également une ressource.
Ok, peut-être une toute dernière ou c'est bon, plus personne n'a de questions? On va pouvoir clôturer. Du coup, je pense qu'on a... Ah, pardon. Allez, ça sera la dernière alors du coup. Merci beaucoup. Emmanuel Inter en médecine générale à Poitiers. J'avais une question sur les politiques publiques de l'addiction à l'alcool, en particulier le Dry January, qui est une démarche assez actuelle, savoir un peu l'impact que ça peut avoir, l'adhésion aussi des politiques à cette démarche, savoir un peu les actualités. Je crois que ça a été arrêté par le gouvernement récemment face au lobby du vin. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations à ce sujet? Non, je crois que je ne saurais pas répondre. Comme ça, intuitivement, je dirais que c'est une aide pour les gens qui ne sont pas trop addicts. Parce que les gens qui sont vraiment addicts, ils n'arrêtent pas un mois, c'est pas possible. Parce que finalement, ça rejoint là, ça m'amène à répondre à une question tout à l'heure. Pourquoi les gens se mettent à consommer? Pour contenir leur souffrance psychique. Donc, s'ils arrêtent de consommer pendant un mois, ils vont consulter en psychiatrie pendant... Alors que ça puisse servir de déclic à certaines personnes, etc. Mais je suis pas fanatique de ce genre de procédé qui en fait va nous leurrer sur le fond de ce que peut être la question de l'addiction. L'intérêt d'en parler peut-être, de médiatiser un peu la problématique et un peu à l'instar du mois sans tabac de pouvoir en parler. C'est peut-être ça l'intérêt que je trouve le plus. C'est pas sans intérêt, hein, mais j'y crois pas. Moi, je voulais juste faire une dernière intervention parce que il y a deux choses que j'ai oublié de dire. Quand je disais tout à l'heure qu'on est plutôt protégé de la crise des opioïdes, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une chose qui nous menace hautement par rapport à ce genre de choses-là, c'est la dégradation des budgets de la santé. La dégradation des budgets de la prévention, notamment dans le budget qui va être voté actuellement, et la dégradation des budgets alloués. Nous, on le voit au niveau de l'addiction, ça y est, on nous ferme des programmes. Donc, si on se dirige vers une santé à l'américaine, oui, on va avoir une crise du fentanyl, ça de manière certaine. Bon, ça, c'était une note pessimiste. Et sinon, je voulais juste dire, ça c'est un message personnel, j'ai vu que les gens faisaient beaucoup de pubs pour leur département. Moi, je voulais dire qu'on cherche un collaborateur ou une collaboratrice sur le centre des addictions. Voilà. Bon, merci beaucoup. Vous savez quoi faire. Je pense qu'on peut vous remercier tous pour votre participation à cette table ronde, pour les questions intéressantes du public. Et je pense qu'on a bien fait le lien entre la santé mentale et santé environnementale. Je vous laisse maintenant aller prendre une pause dans le hall partenaire, boire un café bien mérité. On se retrouve à 11h ici pour le Flash Actu sur la 4e année de médecine générale. Un dernier point, donc si vous êtes intéressé par le CN2R, j'ai laissé des plaquettes d'information sur le stand de l'ISNAR. Et merci à Ariane pour nous avoir invités.